tout le monde, bienvenue sur Off Court, le podcast qui parle bowling. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial, mon gars sûr, mon blanc préféré, mon mangeur de poulet, Boris Delag. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal. C'est normal, et pas du tout, parce que c'est l'un des activistes qui performe, qui traffe dans la réalisation de projets autour du basket et qui va nous faire part un peu de son parcours, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, il n'y a pas que le projet basketteur pro qui existe. Si toi, jeune player ou jeune playeuse, tu souhaites grandir, évoluer dans le basket et que tu te dis je peux pas terminer pro, bah écoute bien son parcours parce qu'il est hyper intéressant. Comment vas-tu, Boris? Ça va et toi? Merci de l'invitation. Ah, merci à toi, merci à toi. Hier, c'était compliqué alors, hein? Ouais, hier avec l'équipe de N1 avec laquelle je collabore, on a perdu à l'INSEP, mais bon, on était diminué, c'est la fin de saison, on n'a plus grand chose à jouer, donc c'est pas très grave. Comme je l'ai dit dans l'intro, on va un peu parler de ton parcours parce qu'il mérite d'être partagé, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de jeunes se refusent certains objectifs ou certains buts parce qu'ils se disent que j'aurais bien voulu évoluer dans le basket, mais la seule manière d'évoluer dans le basket, c'est d'être professionnel. Alors que je pense que pour moi, pour te connaître un peu, tu t'éclates dans ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, carrément. Et effectivement, comme tu le dis, on en parlera après, mais il y a plein de voies possibles, à plein de niveaux possibles, plein d'activités. Donc, sûrement pas aussi rémunératrice que d'être un grand joueur, mais. Bien sûr. Mais peut-être mieux que d'être un joueur moyen ou qui galère pendant toute sa carrière. Et s'éclater en plus sur le terrain, quoi. Donc, on va un peu parler de ton parcours, hein. Tu vas nous parler un peu de ton parcours, tes origines. C'est pas un Parisien. Non. C'est pas un Parisien. L'adoption, ça y est, maintenant, sur son adresse, il y a un code postal. Il y a un code postal plus de l'Île-de-France que de sa région natale. Ça fait 10 ans, à partir de 10 ans, je me dis ça va. C'est bon, il est validé. Bon, parle-nous un peu de ta jeunesse, d'où tu viens, et voilà, comment Boris est arrivé ici, quoi. Ouais, bah alors effectivement, quand on rembobine un peu et qu'on post-rationalise le truc, c'est assez marrant parce que moi j'ai grandi et je suis né dans des coins très basket, mais comme tu le dis, pas du tout Paris ni citadin. Je suis né à Bourges, pour le coup, donc vraie terre de basket. Par excellence, et j'y suis pas resté longtemps parce que j'ai bougé à 2-3 ans, mais pour aller dans une autre ville un peu prédestinée, donc à Boulazac, où mes parents vivent toujours, où j'ai fait toute ma jeunesse de la maternelle à la terminale avant de bouger, donc effectivement plutôt issu de la France profonde, si on peut le dire, mais dans des terres sportives, très basket, ouais, et puis particulièrement basket pour le coup. Clairement, Boulazac, voilà, longtemps, ça a été en Betclic, ça a été en Pro B. Ça va peut-être y revenir d'ici 1 ou 2 semaines. D'ici 1 ou 2 semaines, ça risque de revenir, finger crossed. Donc voilà, il a baigné dedans très vite et je pense qu'il n'avait pas le choix. Ses parents lui ont mis dedans directement. En fait, c'est même pas trop mes parents en fait, parce que pour le coup, eux, ils sont pas trop basket de base, mais c'est plus le fait d'être dans ces univers-là. Mon père étant fan de sport, où bah en fait le gros truc du coin c'était le basket. Du coup lui il a vite été voir des matchs et justement il s'est un peu intéressé et est devenu passionné de basket et tout du fait d'être dans ce coin là. Mais tu sais, aveu pour aveu, hein, moi qui ai quand même joué un peu longtemps, et je jalousais un peu la province, ouais. Parce que toute l'énergie que la ville mettait pour son équipe, c'est dingue. Nous quand on jouait à Paris, si on avait 50 pèlerins c'était cool, si on en avait 100 c'était top. Et là on parle de 1000 personnes, on parle de 500 personnes dans un petit gymnase des fois communal. N3, N2, enfin moi pour le coup j'ai grandi dans le sud-ouest, donc effectivement après dès que tu vas dans les Landes, tout ça c'est une vraie religion. Après dans mon parcours j'ai été dans le nord aussi où tu as des trucs où effectivement c'est le rendez-vous de la semaine et même si tu as une équipe en N2, en N3, bah, tu vas avoir effectivement plusieurs centaines, voire 1 millier ou 1500 personnes dans la salle avec une vraie ferveur, une vraie ambiance. Donc effectivement ça change quand tu arrives à Paris et que tu vas avoir un match de N2 le samedi soir, c'est pas la même. C'est pas la même du tout. Des fois l'équipe visiteuse amène plus de public que l'équipe qui reçoit. Ça c'est quand même un peu honteux. T'es arrivé région landaise, Boulazac, mais comment t'as fait? Est-ce que de nature t'es basketteur dès le départ? Non, moi en fait du coup je jouais au tennis plutôt quand j'étais ado, à un niveau intéressant, en compétition, etc., mais sans avoir d'aspiration à vouloir... Ni d'aspiration, ni de potentiel à en faire quelque chose de très important. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un niveau plutôt bon, je faisais de la compétition, etc., mais j'ai jamais eu d'illusion de percer là-dedans. Mais en fait, le fait que ça me plaisait et que ça se passait plutôt bien a fait qu'en fait, c'était
compliqué de concilier les deux. Et en fait, le basket, il a toujours été là, très proche, mais à côté en parallèle. D'accord. Et en fait, ma première relation au basket, finalement, c'est comme je l'ai dit, donc je viens de Boulazac, et quand j'étais au primaire, en fait, à l'époque, l'équipe elle était en National 2, donc c'était pro, semi-pro, pro, ça dépend des égards. Et en fait, du coup, comme la ville était très investie dans le truc, les joueurs, en parallèle, le midi et le soir après l'école, ils faisaient le périscolaire. Ouais. Et du coup, moi, c'était des joueurs pro, entre guillemets, des fois même des Américains, etc., qui me faisaient le périscolaire. Donc, t'avais toujours cette relation qui était un peu particulière. Le week-end, t'allais voir jouer les mecs, du coup, qui te gardaient toute la journée. Puis il y a eu des gars, tu vois, des bons joueurs à l'époque. Tu vois, t'avais Simon Darnozan. Ouais, Simon. Shooter reconnu. Stéphane Wagner qui a fait une carrière sympa, des mecs comme ça, Kelvin Howell, un américain un peu marquant. Donc même tu côtoies des américains, des trucs donc culturellement. En tant que gamin, t'as les yeux qui brillent quand t'as des gens comme ça qui viennent s'occuper de toi. Exactement. Mais du coup, moi j'ai pas joué tout. En fait, j'ai toujours joué, mais pas dans un cadre organisé, fédéral. Fédéral, toi t'étais sur la street. En fait, mes potes, du coup, eux jouaient, tu vois, à Boulazac, à des régions, après ils ont eu le dossier Cadet France, tout ça, donc eux c'était des vrais bons joueurs. Et après, au collège, au lycée, tu sais, quand t'es à la récré, que tu lâches le sac, que tu cours pour aller jouer, nous c'était pas le foot, pour le coup c'était le basket, et du coup, en fait, actuellement tu joues 2h30 par jour. Je revois trop l'image, tu jettes, ça sonne, tu jettes le sac. Des fois tu changes de chaussures parce que tu sais, t'as une paire de chaussures usée dans le sac à dos. Exactement. Sinon ta daronne. Sinon t'es bien attendu à la maison, clairement. Parce que t'as tes chaussures neuves, etc. Et en fait, du coup, factuellement, je jouais tout le temps avec des mecs qui jouaient bien. Et ouais, 2h30 par jour. L'été, quand on était un peu plus grand, qu'on pouvait se déplacer, prendre le bus. Au début, tu vois, quand il y en a un ou deux qui ont des voitures, des trucs, on jouait. Il y a un playground à Périgueux où tout le monde se retrouve, etc. En fait, pendant les 2 mois d'été. T'as fait une saison en fait en 2 mois d'été. De 16h à 19h30, 20h que le soleil se couche, tu joues, etc. Donc en fait, j'ai toujours beaucoup joué à côté, mais jamais de manière fédérale. En fait, j'ai pris des licences plus tard, tu vois, quand j'étais jeune adulte, étudiant, machin et tout. Mais du coup, avec les limites techniques et de développement qui vont avec, quoi. Ouais, mais attends, en même temps, avec tout ce petit parcours, tu peux te vanter d'avoir été 3e au championnat de France du NSS. Ouais, c'est ma petite. C'est sa ligne CV, tu vois. En tant que joueur, c'est la seule. Et encore, on va pas dire que j'ai passé énormément de temps sur le terrain. T'as fait ton boulot, c'est un organigramme. T'as fait ton boulot. J'étais plutôt présent dans la vie de groupe et tout que sur le terrain. Il en faut. Faut pas. C'est marrant ce que tu dis parce que pour le coup, je jouais pas beaucoup, donc effectivement, avec mes potes, on a fait 3e au championnat de France UNSS. C'est marrant, j'étais le moins bon joueur de l'équipe, j'étais celui qui avait le plus petit temps de jeu. Franchement, je jouais, 5 minutes, tu vois, pour aller donner 2 fautes, poser quelques écrans, etc. Mais par contre, ce qui est marrant, et ça fait un peu le lien avec la suite, c'est qu'il y avait des mecs contre qui on jouait en face, donc de régions un peu partout, que moi je connaissais, tu vois. Parce que, en parallèle du fait que je jouais, j'ai toujours eu ce côté un peu geek du basket, à connaître les rosters de Pro A, de Pro B, de N1, une partie de la N2, tous les rosters de NBA, ce genre de trucs. Et du coup, en fait, il y avait des mecs contre qui on a joué, qui étaient des forts joueurs U18, qui jouaient déjà un peu en espoir, ou tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, moi je les connaissais, et je disais, lui, tu vois, par exemple, on avait joué Valentin Bigot dans le Nord, ou il y avait Cholet, à l'époque, il y avait Michael Kessens. Qui a joué à Paris Basket. Et moi, c'était des gars, tu vois, je connaissais le nom, j'avais vu des trucs passer et tout, et donc j'étais le seul dans ce cas-là, tu vois, et donc t'avais un peu ce décalage entre le niveau intrinsèque de jeu, mais le fait d'être le mec qui était peut-être le plus... Qui avait la plus grande connaissance... Ouais, et qui était le plus affamé, tu vois, d'infos, de... Mais du coup, le fait que tu connais ces joueurs-là, est-ce que tu donnais des tips pour les arrêter déjà pendant le match ou pas? Parce que factuellement, tu connais des gars, tu vois des... Il n'y avait pas trop de vidéos encore, mais quelques lignes de stats, quelques trucs. Mais tu connais pas encore les mecs bien sur, tu vois, le détail, etc. Valentin Bigot, on joue en demi-finale, il nous met 40 pions à 8h30 du mat, il nous fait la totale, backdoor, il filoche, etc. Bon, avec l'un des shoots des plus moches de toute la ligue, je crois. Ce jour-là, franchement, il nous a fait la totale. À l'époque, il était pas encore à Gravelines, mais il jouait. Et t'es à Grande-Sainte. Ouais, N2, N3. Et t'es à Grande-Sainte, je l'ai joué, je le joue sur la montée en N3, de N3 à N2, et match aller, on me dit, ouais, lui, je
Moi, je retourne, on me dit, ouais, mais tu sais que lui, il a 16 ans. Pardon? Meilleur marqueur de la poule, 16 ans. Et il faisait tout sur l'équipe, tu vois. Ah ouais. Mais très fort joueur, mais voilà, on voit ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est que j'ai rejoué, enfin, j'étais pas sur le terrain, mais l'équipe avec qui je suis là, on l'a rejoué en début de saison, là, au Havre et tout. Donc, Et t'es pas encore blessé à ce moment-là? Non, c'était les premières journées. Ouais, donc, bah, voilà. Et Michael Kessens, tu vois, dans le cadre de mes activités avec Adidas, je l'ai croisé pareil, avec le Paris Basket et tout, on en a parlé d'ailleurs. C'est marrant, ça. Truc à Blois en 2009. Ça, c'est fou, c'est des vrais souvenirs. C'est des vrais souvenirs. Donc, comme tu nous l'as dit, t'es un vrai kick du basket. Tu t'y intéresses très tôt. Tu emmagasines beaucoup d'informations et dans le magazine, tu commences à écrire. Ouais, ça se passe du coup un peu juste après. Donc quand je commence mes études, donc je rentre en école de commerce à Bordeaux, etc. Bordeaux est une ville de sport aussi. Hein. Ouais, alors sur le basket c'est un peu fluctuant, mais mais il y a une communauté, etc. Mais voilà. Et en fait, effectivement, cette passion, le fait de suivre beaucoup, de m'y intéresser, à un moment donné, j'ai toujours cette démarche, comment dire, je viens d'un milieu où, familialement, etc., on a toujours beaucoup d'investissements associatifs, ça c'est bénévoles, cool, des choses où en fait tu fais des trucs qui sont pas forcément avec une logique financière, de rémunération et tout. Et quelque chose qui a disparu aujourd'hui, il faut le pointer. Qui se raréfie parce que les bénévoles aujourd'hui, ouais, mais par exemple, moi je travaille dans le domaine associatif et on se dit bénévole, ouais, mais moi je suis bénévole, mais ça t'empêche pas de te donner, d'investir autant comme quelqu'un qui peut être rémunéré. La même rigueur qu'un professionnel. Clairement. Etc. Et du coup, j'ai 18-19 ans et je me dis, en fait, le basket, je kiffe, etc. Mais aujourd'hui, je suis un consommateur, un spectateur passif, etc. Et ça me crée une forme de frustration parce que j'ai envie d'être un peu plus acteur, justement. Et encore une fois, sans avoir une démarche de rechercher quelque chose en particulier, mis à part de exercer un peu plus ma passion en servant à quelque chose, tu vois, et avoir un peu d'utilité, entre guillemets. Et du coup, je commence à écrire un ou deux trucs dans mon coin. Et je les envoie à plein de médias de l'époque, de rédaction. Tu sais, à l'époque, t'as encore Basket News, tous ces trucs-là et tout. Mondial, 5 majeurs. Ouais, t'as quelques médias digitaux qui sont présents. Et en fait, j'envoie à l'époque, notamment à Feu Catch and Shoot qui est devenu du basket. En fait, Gabriel de Catch and Shoot me répond en me disant bah, c'est pas mal. Culotté, tu lui envoies un article. En fait, c'est vraiment pour avoir des retours de gens du milieu de l'industrie pour savoir ce que ça vaut, tu vois. Là, c'est cool, ça, comme démarche, franchement. Et lui me répond en me disant, bah en fait, c'est pas mal. Bon, il me fait 2-3 retours et toutes choses à améliorer, normal. Et il me dit, bah nous, on est toujours à la recherche de rédacteurs, bénévoles, mais si ça t'intéresse de faire des choses, et où du coup, tu auras un peu plus de portée, d'impact, et tu le feras pas juste dans ton coin, etc. Ben en vrai, nous, on est chaud, quoi. Et moi, j'enchaîne, honnêtement, ça me coûte rien, j'ai aucun engagement réel, donc je commence tu fais quelque chose qui te plaît. Ouais, voilà. Et du coup, encore une fois, quand je fais les choses, j'essaie de les faire toujours avec la même rigueur et le même investissement, que ce soit du professionnel, de l'associatif et tout, donc je le fais de manière sérieuse, investie, j'essaie de progresser et tout. Et donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, avec des pics, on va dire, d'intensité et d'investissement au milieu, et ça m'a aussi permis d'approcher, de vivre des choses, des personnes, de vivre des moments et des choses qui sont sans doute pas forcément accessibles à tous, et en plus d'être du coup dans une position et de côtoyer des gens autrement, tu vois, et de vivre le truc d'une autre position et à une autre place et pas juste comme un spectateur. Un nom par exemple? À Boulazac, j'ai pu faire des trucs intéressants parce que j'étais sur place, j'avais les connexions. À l'époque, c'était Sylvain Lautier, le coach, on s'entendait correctement. Et tu vois, donc tu étais avec d'autres grands frères à Almami. Et du coup, j'ai croisé Almami à l'époque à Boulazac parce qu'il a fait 2 ans comme ça sur la com. Et effectivement, on verra après dans mon parcours que c'est quelqu'un, je pense, qui a eu un réel impact. Et du coup, il s'est passé des trucs comme ça, où tu vois, à Boulazac, par exemple, j'interviewe à l'époque Quinton Ross, qui vient de NBA, qui n'est pas un grand joueur NBA, mais c'est un mec avec qui moi je joue dans Touquet, que je vois dans Touquet avec les Clippers, etc. Exactement. Donc, tu vois, il y a quelques petits trucs comme ça qui sont. C'est marrant, c'est des clins d'œil sympathiques où tu te dis, c'est des joueurs qui sont inabordables, qui arrivent, qui jouent dans ta ville et qui, en fin de compte, c'est des joueurs que tu aurais pu utiliser, ça aurait bien Touquet. Donc tu vois, c'est un peu marrant. De ton parcours, catch and shoot, c'est qui devient B-basket, tu y restes combien de temps à peu près? En fait, je fais une dizaine d'années.
Ah oui, quand même, hein. Ouais, en vrai, ça fait quelques années que je suis plus actif. Jusqu'au Covid, en gros, j'ai fait des trucs. D'accord. Globalement. Ah, il n'y a pas longtemps, quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ça remontait, mais ouais, carrément. Et, mais encore une fois, avec des niveaux d'investissement qui sont très différents. C'est-à-dire, quand j'étais étudiant, je faisais vraiment beaucoup de choses. Je produisais beaucoup de brèves, d'articles et tout. Après, quand j'ai commencé à bosser, c'était un peu plus régulier et tout. Donc, mais ouais, une dizaine d'années au total. Quelques podcasts vidéo, beaucoup d'écrits, que ce soit de l'analyse, de l'interview, vraiment plein des infotransferts, des trucs comme ça. Donc ouais, une dizaine d'années en gros. L'école de commerce. Ouais, bah du coup à Bordeaux, bonne expérience parce que c'est pas forcément les formations qui académiquement t'apprennent le plus de choses, mais par contre tu vis des moments, des expériences qui sont forts, tu développes des projets, parce que tu as encore une fois tout cet investissement associatif et tout autour, et donc finalement tu as une vie qui est hyper riche et stimulante. C'est un peu il y a un peu ce côté sectaire où t'es un peu à part, tu vois. Je vois très bien. Petite société avec ses codes, ses trucs clairement sains. Clairement. Et voilà, et du coup, mais en tout cas, moi, c'est des belles années. Où tu t'épanouis clairement, quoi. Exactement. Et où du coup, je me dis, le sport, c'est ce qui m'intéresse. Le marketing, la com aussi, essayons de se donner les moyens de le faire au mieux et sur les trucs les plus intéressants possibles. Sachant qu'on à l'esprit. Ouais, vas-y, finis. Ouais, que moi, je viens de Dordogne, que je vais à Bordeaux pour faire mes études, mais que tout le microcosme parisien, tu vois, même les grosses sociétés de mes parents, ils sont bénévoles, ils sont fonctionnaires tous les deux et tout. Tu vois, tout ce milieu un peu business, le monde de l'entreprise, Paris et tout. Pour moi, loin de tout ça. C'est loin, j'ai pas de base les codes, mes parents, ils ont pas de réseau professionnel en particulier. Tu vois, tous ces trucs-là que tu découvres après, moi, à l'époque, tu pars de loin. Ouais. Sachant que, on fait un petit retour en arrière, scolairement parlant, c'était pas ta destination au départ. En fait, j'ai toujours été un vrai bon élève, pour le coup, mais effectivement, je fais un bac S, ça va pas parler aux plus jeunes s'ils nous écoutent. Scientifique, bac scientifique. et en fait, je commence effectivement par faire une prépa kiné, que j'arrête parce que je me rends compte que ça m'intéresse pas, ce côté trop science, etc. Mais il y a toujours eu ce truc quand même d'être un peu para-sport, tu vois, dans des métiers qui peuvent y toucher de près ou de loin. Ouais. Et voilà. Et donc même si j'arrête ça, finalement je me dis derrière, même si je vais dans un truc plus business, l'idée c'est quand même de partir dans des univers qui me stimulent, qui m'intéressent et de l'ordre de la passion, tu vois. Je me suis jamais dit je vais faire de la finance ou de l'expertise comptable. Voilà, t'es loin de tes valeurs naturelles, partage, parce qu'on parle quand même de... On reste proche du basket, on reste dans le domaine associatif, dans le bénévolat. Il y a cette notion de partage qui est inscrite en toi, et te retrouver au loin de tout ça, ça pouvait être compliqué. Et c'est quand même une force d'admettre que ça me plaît pas, et que tes parents te souviennent, parce que... Ouais, mais ça a été un élément, même un déclencheur. C'est-à-dire que moi, je pars pour la première fois. En vrai, c'est le premier échec de ma vie, entre guillemets. Échec. Non, mais où en tout cas, je me confronte à un peu un mur. À une difficulté. En fait, la voie que j'ai prise, il y a un truc qui coince. Ça me plaît pas, donc je m'investis pas suffisamment, donc j'ai pas les résultats qu'il faut. Enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux. En fait, effectivement, c'est mes parents à ce moment-là qui me disent, si ça te plaît pas et que vraiment tu t'épanouis pas et que t'en souffres, il y a aussi la possibilité d'arrêter en préparant quelque chose d'autre, et voilà. Toujours. mais ne t'entête pas si vraiment tu sens que tu le vis mal, quoi. Ah, mais ça, c'est et si ils avaient pas fait ça, moi j'aurais probablement continué en souffrant, en n'y arrivant probablement pas, parce que du coup... À un moment, ça te rattrape. Voilà. Mais j'aurais pas arrêté s'ils m'avaient pas ouvert cette porte-là. Big up les parents, franchement, big up. Moi, j'ai de la chance. Big up les parents. Ensuite, tu t'épanouis. On va parler du sport business, parce que tu arrives dans le sport business assez... J'ai toujours fait ça, en fait. Oui, en effet, tu as toujours fait ça. On arrive chez Havas. Ouais, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, c'est le premier saut un peu dans l'inconnu. C'est-à-dire que, et même mon entourage, mes parents et tout,
encore une fois, comme ils viennent Ils sont inquiets, ils se demandent si tu vas t'en sortir. Et puis surtout, pour eux, c'est une inconnue totale. Ouais. C'est-à-dire que je suis du coup à l'époque en... Ils peuvent pas partager d'expérience, ils peuvent pas donner de conseils. Ils sont comme toi. Ah ouais. Ils sont comme toi. Mais avec l'inquiétude des parents. Et du coup, effectivement, c'est le premier truc où tu montes à Paris, tu vas chercher des apparts et des colocs à Paris en prenant le train, tu vois, en cherchant avec tes potes, en lâchant des cautions d'enfoirés. Des cautions d'enfoirés. Et surtout, derrière, tu vois, la recherche de stage et tout, mes parents, dans leur tête au début, je pense, ils se disaient, bah peut-être tu vas trouver des trucs à Bordeaux. Et moi, je me suis dit, en fait, si je fais ça, je vais aller faire les choses qui m'intéressent le plus, dans les boîtes qui me font rêver, etc. Et on est en France. Elles se trouvent toutes à Paris. C'est à Paname que ça se passe. Et du coup, je fais ça, et effectivement, moi, j'y vais avec un peu une boule au ventre et tout. Mais en même temps, t'as envie, quoi. C'est ça que je veux, donc j'ai peur. Mais... c'est une pression de match en fait. Mais ouais. C'est vraiment une pression de match. J'ai peur, mais il faut que je le fasse. Exactement. Et du coup, ça se passe bien, mais je découvre tout ce truc-là. Finir à 22h30 ou 23h le soir quand t'as un gros truc, avoir une pression, tu vois. En plus, c'est une agence, etc. Donc, les contrats. La vie à Paris, tout ça, c'est un gros changement. Fast life. Ouais, à l'époque, pas trop live studios, parce que franchement, entre le taf où je bosse beaucoup pour un stage, tu sais, tu prends 500 balles, mais tu bosses à 60 heures par semaine, et après le week-end, j'allais voir des matchs à Nanterre, je fais des trucs pour du basket, etc. Donc en vrai, live studios, où je découvre des nouveaux trucs, et aussi une nouvelle culture. Tu vois, on parlait de Almami, du coup, que j'avais rencontré à Boulazac. Il me plug pour l'aider sur 2-3 trucs éditoriaux sur le quai, parce que je suis là encore au mois de juin de cette année-là, etc. Donc je découvre aussi des trucs de l'intérieur que je voyais de loin, tu vois, de ma province. Auquel tu te serais pas attendu, voilà. Et en fait, qui me faisait kiffer, que je voyais, que je suivais, mais de loin, tu vois, pour moi c'était pas exactement mon monde. Et je découvre aussi un autre truc qui est hyper intéressant, c'est l'espèce de, t'en parlais tout à l'heure, tu vois, quand tu parlais de N2, N3, l'espèce de scission qu'il peut y avoir entre ce que j'appelle moi le basket de campagne, de clocher, tu vois, et le basket à Paris. Et c'est deux mondes sur lesquels maintenant ça change, mais à l'époque, la porosité entre les deux, elle était énorme. À ce point-là, bah, pour moi, en fait, c'est... À part quelques mecs pros, tu vois, d'accord. Qui font un peu le lien entre les deux, mais tu vois, c'est pas les mêmes mondes. Non, vraiment pas. C'est pas les mêmes codes. Je parle pas de jeu, hein. Non, mais tout ce qu'il y a autour, moi, quand tu finis ton match et que les dirigeants, tu t'apprêtes à manger ton sandwich dans le camion, et que les dirigeants ils vous disent ah non, vous partez pas, on a des grandes tablées, c'est parti, vous restez avec nous, c'est soirée couscous aujourd'hui, bah, tu restes quoi, et tu vois, c'est chaleureux. Pourtant sur le terrain c'est la guerre. Pourtant sur la guerre, mais après c'est chaleureux. Et à l'inverse, tu vois, les mecs qui jouaient à l'époque, moi que je côtoyais, qui avaient mon âge, à Paname, en club, sur des bons niveaux, le week-end, ils vont pas forcément voir beaucoup de game pro. Non. Tu vois, ils vont pas voir Rueil en N1. Ils vont pas à Nanterre le samedi soir. Ils ont d'autres occupations, ils font d'autres trucs. C'est ça. Et du coup, c'est là où je te dis que c'est pas le même mode de vie et de consommation. Ouais, clairement. La notion quand même de jouer sur des terrains en playground avec chacun un peu ses communautés, ses codes, des gens qui sont très affiliés à des endroits. Tu vois. Et si tu te déplaces, c'est juste parce qu'il y a de la concurrence, tout ça. C'est clairement. Tout ça, pour moi, c'est des mondes qui sont hyper différents. Et du coup, ouais, t'as quelques joueurs pros qui font l'amalgame parce que des mecs de Paris qui sont partis jouer ailleurs, etc. Et qui font un peu le lien, mais c'est très... c'est très délimité. C'est ça, clairement, je suis d'accord avec... totalement d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que ce qui est cool, c'est que c'est petit à petit en train de changer. En train de bouger. En train de changer. La culture évolue et que tu veuilles l'entendre ou pas, tu fais partie de des gens qui ont amené cette avancée vers l'évolution. Tu es à l'initiative où tu as participé à pas mal de projets qui ont eu des impacts sur la culture basket francilienne. On va y revenir plus tard. Tu as cité le Quai 54. On va parler du Rise, du fameux Rise avec Nike. Mais tu vois, tous ces événements aujourd'hui avec lesquels tu bosses aussi, tu vois, qui font qu'aujourd'hui, la culture basket ne s'arrête plus à des playgrounds, mais à énormément de choses. Le fait de représenter certaines marques pour des tests produits, tout ça,
ça, c'est hyper important pour l'évolution et l'intérêt de notre basket aujourd'hui, et surtout avec des identités jeunes. Parce que auparavant, on va dire les clairs, ça pouvait paraître has-been. On avait des anciens joueurs où les jeunes, peut-être qu'aussi les jeunes ne se reconnaissaient pas à ces joueurs-là. Et aujourd'hui, il y a ce switch où il y a beaucoup de jeunes auxquels on s'identifie, qui ont participé à des événements qu'on peut regarder aujourd'hui évoluer en pro. Il y en a pas mal et c'est kiffant. Et donc, comme je te l'ai dit, tu étais chez Havas. Et en termes de stage, tu parlais un peu de la débauche d'énergie. Est-ce que à un moment ou à un autre, tu as regretté de te retrouver dans... Non, je me suis dit c'est dur. Ouais. Je sais pas si faire toute ma vie comme ça, à ce rythme-là et tout, je vais tenir. Je sais pas si c'est ce que j'ai envie, mais je regrette pas. Et en fait, tu te rends compte après en vivant des trucs que l'expérience fait que tu abordes les choses et tu les vis différemment, tu vois. Franchement, en voyant ton parcours depuis le départ, j'ai dit en fait le mec il fait son stage. Hein. Il a déjà vécu tout ça. C'est énorme, hein. Après le truc, tu vois, et ça c'est un peu moi mon leitmotiv dans la vie, c'est vraiment de se dire investis sur toi-même, tu vois, sème des graines, des choses et tout, sans attendre un retour d'investissement. Et en tout cas pas un retour direct. Clairement pas. Je suis d'accord avec toi. Et les sème pas en me disant je veux que ça me procure et que ça me rapporte ça précisément, parce que tu sais pas la graine, ce qu'elle va faire pousser, etc. Mais ça, je tiens vraiment à pointer, à l'accentuer à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans un truc. Faites le truc, kiffez-le, mais vous attendez pas un retour. En fait, en le kiffant, en faisant les choses, vous avez déjà commencé à semer des graines. Et ensuite, si ça doit pousser, ça poussera. Mais si dès le départ, vous dites je fais ça pour obtenir ça, il y a forte chance que ça ne fonctionnera pas. Et moi, c'est l'histoire de ma vie. Quand on sème suffisamment, il y en a toujours qui vont pousser. Qui poussent. Il a la main verte. La bonne illégale. Non, mais tu vois, c'est tout bête. C'est ce qu'il dit, hein. C'est tout bête, mais tu vois tout ce qui s'est passé. Enfin, Bibasket, c'est l'investissement associatif. Ça m'a permis d'avoir mon stage chez Havas. Clairement, c'est ça qui fait la diff. Entre tous les étudiants qui ont toutes les mêmes expériences, qui font toutes les mêmes études, et mon maître de stage de l'époque, il me le dit, la différence, c'est que toi, t'étais investi dans un truc, tu produisais des choses, tu vois, ça montrait que déjà t'étais un doueur, et qu'en plus t'avais une vraie passion, une vraie expertise et tout. Et donc ça a fait la diff. Ce premier stage, il me permet d'avoir une ligne sur mon CV qui est solide, et qui me permet derrière de pouvoir postuler à d'autres choses. Les rencontres aidant, ça me permet de me pousser, etc. Et en fait, toutes ces petites choses font que les unes après les autres, ça clique, et tu poses les briques, et ça construit la maison, quoi. Donc vraiment, ça, c'est un truc qui me définit par excellence. Ouais. Notre première rencontre, hein, Rise, t'arrives chez Nike. Ouais, j'arrive en stage, du coup, stage de fin d'études. Ouais. Je suis resté un petit peu, après j'ai fait mes premiers 6 mois, après je suis resté 1 an et demi plus, donc 2 ans au total. Mais Rise, c'est pendant mon stage, effectivement, été 2016. Exactement. Donc ça ne rajeunit pas. On a encore 25 ans. Et du coup, ouais, pour le coup, un projet que je mène avec beaucoup d'autonomie, à l'époque chez Nike pour un stagiaire, et donc qui n'est pas le plus gros projet en termes d'envergure, de budget, etc. Ouais. Mais moi, qui est le projet qui me tient à cœur parce que c'est celui sur lequel j'ai le plus d'autonomie et je suis le plus. Clairement, t'es challengé, c'est ton premier projet, quoi. Ouais. Ton premier gros projet. Donc voilà, et pour ceux qui connaissent pas, effectivement, Rise, c'est un tournoi. Enfin, c'est pas un tournoi, pardon. C'était un camp. C'est un espèce de camp où tu as eu 200 gamins sur plusieurs journées, avec une logique un peu à l'américaine, d'écrémage, tu avais tout le monde avec son numéro de 0 à 200, etc. C'était fort, ça. Tu faisais un combine, tu prenais les mesures, et à la fin, du coup, tu en sortais un MVP. Un MVP, et à ce moment-là, on devait recevoir Feu Kobe. Exactement, et malheureusement, c'est l'été donc 2016 où il y a les attentats à Nice, le 14 juillet, et l'avenue de Kobe, elle est une semaine après. Pardon. Et du coup, la municipalité, le préfet, tout ça. Ils ont tout verrouillé, c'était logique. Et du coup, annule toutes ces manifestations. Et en même temps, niveau côté Kobe, tu vois ce qui se passe en France. Et il annule, il a été en Italie quand même. Ouais. C'était à Milan, je crois, quelques jours avant. Et du coup, toi, tu le vois à Milan à côté. Tu es censé faire le gros truc à Paris juste derrière. Et malheureusement, ça se passe pas.
Donc ouais, bon, j'ai eu la chance de le recroiser une année plus tard. Donc c'est ça. Ouais, les Rise, pour en revenir à ça, ouais, beau projet. Et puis, encore une fois, un projet avec des rencontres. Comme tu le disais tout à l'heure, des jeunes qui passent, qui ont 17 ans, qui derrière deviennent des joueurs professionnels. Des joueurs qui ont 16-17 ans avec qui tu travailles aujourd'hui. Ouais, bah du coup, dans les mecs qui ont fait pro, t'as des gars comme Alan Dokossi, Samir Belkom qui a Antilles, Samir. Flo Fortaz, des gars comme ça. Et ouais, et puis rencontre aussi avec Dama, du coup, qui joue à l'époque, qui rentre des États-Unis avec sa grande bouche. Dama Unlocked, big up à toi, petit frère. Et du coup, que je rencontre à cette occasion-là, c'est la première fois que. Il t'a rendu ouf. Il t'a rendu ouf dès le premier jeu. À l'époque, il était aussi bon qu'il parlait. C'est ça. Parce que franchement, c'était un vrai joueur à cette époque. Ah, Dama, ouais, c'était un vrai joueur. Et qui, par contre, parlait beaucoup trop et était aussi fatigant qu'attachant, quoi. Ouais, clairement, attachant, le Dama. Attachant. Mais t'arrives à Nike en tant que stage. Encore une fois, tu me parles de rencontres et tu restes quand même pas mal de temps. Chez Nike. Ouais. Tu restes chez Nike 2 ans. L'importance des plugs. L'importance des plugs, tu l'estimes à combien de pourcents pour la réussite, par exemple, d'un parcours comme ça? L'importance et l'intérêt de pouvoir avoir des plugs et de les construire. En fait, pour moi, c'est hyper important à partir du moment où c'est solide et authentique. C'est-à-dire que tu peux avoir plein de réseaux, connaître plein de monde, mais que ce soit un peu trop superficiel. Et en vrai, au moment où tu pars, etc., où t'es plus vraiment Boris de Nike ou après Boris d'Adidas, etc., ces trucs-là, ils sont pas si solides que ça. Ouais, je vois. En fait, c'est encore des gens avec qui tu as des bonnes relations, mais qui vont pas forcément, tu vois, te pousser réellement ou se mouiller pour toi. Là où à l'inverse, il y en a que tu as construit vraiment de manière solide, etc. Moi, j'ai eu quelques mentors dans ma carrière, notamment deux chez Nike, Savannah et Steph. Et qui pour le coup, ça sont des gens avec qui j'ai eu des relations solides, avec qui je continue à avoir plus ou moins de liens, mais en tout cas le lien existe toujours, et qui te permettent derrière de continuer à avancer. Donc pour moi c'est essentiel, mais en construisant des trucs honnêtes, authentiques, et dans la même logique que ce qu'on disait tout à l'heure, en construisant pas des relations pour en espérer des choses. C'est plus avoir des relations solides où derrière tu sais que potentiellement si tu as besoin, ces gens sont là pour toi, mais t'es aussi là pour eux. Et c'est ça qu'il faut. Donne toujours avant de recevoir. Et encore une fois, donne pas pour dire je veux recevoir. Tu m'en dois une. Donne ça... parce que à un moment donné, le karma, il va te le rendre et il va t'apporter quelque chose. C'est fort ce que tu racontes parce que tu recentres vraiment l'intérêt business, tu ressens vraiment le côté humain au milieu de tout ce business qui se construit au travers de tes rencontres, tes expériences et qui apporte une grande part d'humanisme. Une grande part d'humanisme quand tu sais qu'il y a pas de personnes qui pensent chiffre d'affaires, objectif, tout ça. Mais du coup, il faut faire attention parce qu'il y a aussi des gens qui ont l'impression d'avoir un réseau large, d'être bien avec plein de monde. Mais en fait, les gens, ils ont pas leur temps. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je sais, avec les gens avec qui j'ai des bonnes relations, avec qui je m'entends bien, mais pour autant, je vais pas aller à la guerre avec eux et si j'ai un problème... Si je les appelle, ils seront pas là. Bien sûr. C'est pas pour autant que j'ai un problème avec eux. Non, bien sûr. Je sais tu sais qui est qui. M'en tenir, et voilà. Et ça veut pas dire que c'est pas des gens avec qui je suis capable d'aller manger, boire un coup et tout. Mais voilà, je sais que on n'est pas liés comme je peux l'être avec d'autres. C'est clair. T'as travaillé sur une période où je vais me permettre de rentrer un peu dans l'intimité de Nike. T'as parlé, si c'est pas possible, tu t'en parles pas. On va attendre qu'il... J'ai pas envie qu'il décède en live pendant le podcast. Tu veux boire de l'eau? Attends, je vais te... Oui, t'inquiète pas pour ça. Je lui ai rien donné, hein. Commencez pas à croire que le mousse t'a fait quelque chose. Je lui ai rien donné. Bon, non, c'est rien, tiens. C'est juste que là, tiens. Quand ça reste au travers de la gorge, c'est relou. Tu pourras cut, Ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je pourrais cut. Alors, je parlais de l'importance du réseau, des plugs, et du fait que
Et du coup, tu m'as dit, il faut quand même se méfier parce que tout le monde n'est pas forcément en fait, comme ça. C'est pas vraiment se méfier, tu vois, c'est pas être sur tes gardes et tout. C'est juste savoir à quoi t'en tenir et ne pas croire que la personne avec qui tu t'es bien entendu, avec qui t'as fait un ou deux trucs cool et tout, c'est pas ton. C'est pas ton. Ouais, bien sûr. C'est juste ça. C'est juste pas se faire d'illusions. Ouais, c'est le terme qui convient le mieux, le terme qui revient le mieux. C'est juste pas se faire d'illusions et pas d'attendre quelque chose de leur part. Ouais. Parce qu'en soi, ils doivent rien non plus. Hein. Ah, mais clairement. On va parler un peu de ta vision des choses autour de... Bah non, je voulais revenir un peu sur Nike et sur l'intimité de Nike, parce que tu es comme sur une période à cheval pour moi, où malgré l'événement que vous avez conçu avec The Rise, Nike était en légère chute à ce moment-là au niveau du basketball, au niveau du game du basketball. Et est-ce que quelque part, tu penses qu'une marque comme Nike, s'est contenté de son statut pendant un moment dominant? Je sais pas, après, à partir du moment où tu as les meilleurs produits, en tout cas de la vie générale, la copie en tête, où tu as quand même des top athlètes, que tu as LeBron dans ton roster, que tu as Kobe, etc., que tu récupères la NBA, et ça c'est aussi un gros game changer, notamment avec l'event de 2017 où Kobe va à Paris et tout, tu as quand même des armes dans ton attirail qui font que... Bon. Tu es toujours en place. Ouais. Ouais. À mon avis. Aujourd'hui, on a des marques qui remontent, qui montent, et bizarrement, tu bosses encore pour ces marques. On va parler d'Adidas. T'as encore... tu bossais pour eux. Ouais, là, j'ai bossé presque 6 ans, 5 ans et demi pour Adidas. C'était quoi tes missions? En tant que salarié, du coup, brand manager. Au départ, sur des sujets pas trop sport, plutôt originals, donc lifestyle. Et après, sur la deuxième partie, sur des sujets plus sport, notamment en préparation de Paris 2024, etc. D'accord. Et avec mes petits bras et mon énergie sur des trucs basket. Et aussi sur l'accompagnement, sur la partie plus communication, Paris Basket qui était un gros sujet. Oui, Paris Basket qui a été un très très gros sujet. Il est réfléchi quand le projet Paris Basket chez Adidas officiellement ou officieusement pour eux? Honnêtement, il est pas réfléchi comme il est vu comme une opportunité. Ouais. Big up à mon ancien collègue et ami Jordan qui a eu le nez à l'époque d'y aller. Et en fait, après la première année, là, en Pro B, une espèce de deal commercial avec Nike, lui se dit, il y a une opporte, et au début, ça commence petit. Ah oui. Et simplement, il croit au truc, il croit au potentiel, en ce que raconte David Kahn, et sans forcément se dire que ça va aller réellement aussi vite, aussi loin. Mais il y a vraiment cette vision de se dire, tentons le truc, parce que si ça marche, ça peut être vraiment big. Clairement. Ça prend pas tant que ça, bon, ça reste un deal avec un club de basket en Pro B. C'est pas un risque. C'est pas un échec. C'est pas un échec. Voilà. C'est vraiment un capital de risque maîtrisé en soi et qui peut être magnifique si ça fonctionne. Donc la vision de base, c'est ça. Ouais. Et derrière, ça clique. Et pour le coup, sans effectivement rentrer dans les détails, là où la marque a été forte, c'est qu'elle a suivi le mouvement et elle a suivi l'ambition. Avec tout ce qui va avec, sur le partenariat, le fait de saisir l'opportunité aussi autour de l'Arena, parce que le club qui explose, qui est chez toi, devient club résident, donc tu vois une opportunité de créer une espèce de trinité autour de ça. Donc c'est surtout ça, la force, c'est derrière d'y avoir cru au début, mais surtout d'avoir suivi le truc et d'avoir été toujours prêt à aller au niveau d'ambition du club, quoi. Non, mais c'est dingue, parce que comme tu as dit, ton gars, il a saisi une opportunité et aujourd'hui, c'est une belle vitrine pour Adidas. Clairement. C'est une belle vitrine. Aujourd'hui encore, ça fait 4 ans que vous les avez ou 5 ans? C'est la 5e. 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 Ouais, 5e. Bon, c'est entre 5 et 6. Champion d'Europe, Coupe de France. Ouais. Leaders Cup,
Play-off d'Euroleague. Une magnifique aventure en Euroleague, play-off d'Euroleague. Ils font ce match incroyable. Bah oui. à Madrid. Et play-off d'Euroleague, clairement pour un club qui vient d'exister, juste chapeau. Et toute la com qu'il y a autour, parce que vous faites vivre cette Adidas Arena, les produits, les maillots sont... l'identité est magnifique. Ouais, après ça, il faut rendre à César ce qui est à César. Adidas a joué le jeu sur ça. Oui, bien sûr. Encore une fois, a suivi en y mettant l'investissement qu'il faut, mais c'est aussi vraiment une identité et une dynamique qui a été insufflée par le club, notamment à l'initiative de Yard, pour le coup, et en particulier Tom, mais qui vraiment, et Gianluca, qui ont vraiment été à la moteur là-dedans, et derrière la marque a suivi en fait l'ambition du club, mais l'identité et l'ambition du club, elle a vraiment été posée par les gens qui gravitent autour et qui le font vivre, quoi. Ah non, mais clairement c'est top, c'est vraiment top. Et aujourd'hui, l'Adidas est remplie, 80-90% à chaque fois. Beaucoup de personnes demandent des places. Et en ont souvent. Oui, et en ont souvent, moi je me plains pas, je vois du basket tout le temps. Et c'est juste un kiff de voir aujourd'hui une équipe qui puisse réunir autant de monde. Moi je fais partie d'une époque où j'ai vu le Valois, j'ai vu Racing PSG, j'ai vu Boulogne-le-Valois, et j'ai jamais vu une salle comme ça, tu vois. Donc c'est plaisant et kiffant de voir. Nanterre, j'ai vu Nanterre. Nanterre a réussi à faire remplir sa salle pendant une vraie période aussi. Ben, c'était un peu plus loin pour moi du coup. Mais aujourd'hui, de voir un digne représentant comme Paris Basket et dans les instances européennes, c'est super intéressant. Et de les mettre sur la carte aujourd'hui. Ouais, et surtout, en fait, par rapport à ce que je te disais, ce que j'ai découvert quand je suis arrivé à Paris, pour moi, ils commencent à vraiment créer l'amalgame entre les différents mondes du basket. Parce que c'est un club qui joue en Betclic Elite, en Euroleague, et en fait ils ouvrent aussi les yeux sur une communauté basket parisienne qui n'avait pas l'habitude d'aller voir des matchs professionnels, de regarder forcément beaucoup d'Euroleague, etc. Et les petits aujourd'hui de 16, 17, 18 ans et tout, en fait ils suivent, ils regardent de l'Euroleague, ils s'y intéressent, et c'était pas le cas il y a quelques années. Ah, vraiment pas. Du coup, pour moi, ils arrivent à créer ce pont-là entre tout le monde, parce que le Paris Basket, autant les gens à Besançon, à Boulazac ou à Berre qui savent et regardent, autant les communautés parisiennes ils sont à fond derrière aussi. Et donc cette dynamique là, pour moi c'est ça qui est vraiment fort, d'avoir réuni un peu tout le monde et un peu cassé cette espèce de barrière. Ouais, totalement. On va parler aussi de tes activités parallèles, toujours dans le licite, hein. Ne vous inquiétez pas, toujours dans le licite. Moi toujours. Comme il a dit, c'est un gars qui s'investit totalement, qui se donne à fond dans ce qu'il fait. Il est dans le scouting. Et il fait pas n'importe quel scouting, il va voir vraiment les jeunes. Sur Paris, il est dans toutes les salles d'Île-de-France, celles qui sont pas loin des fois. Ouais, des fois un peu plus loin. Des fois un peu plus loin. Et comme il a dit au début de l'introduction, c'est que c'est un geek, il aime bien connaître les joueurs et pouvoir faire des scouting reports des fois. Et comment t'en es venu cette idée, cette envie de continuer de t'approcher des jeunes comme ça, quoi? En fait, au-delà des jeunes, à un moment donné, tu vois, quand j'ai 18 ans, je me dis, le basket, je kiffe ça, j'en bouffe tout le temps, j'ai pas de rôle, je suis pas actif dedans. Ma première démarche, c'est d'être actif via une démarche plus éditoriale, journalistique, etc. Via Bibasket. Une fois que j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, je me dis, c'est cool, mais j'aimerais me rapprocher quand même encore un peu plus du sportif, du terrain, parce que en fait tu te rends compte aussi que quand tu es dans une démarche plus journalistique, tu donnes ton avis sur plein de choses, tu as des points de vue sur plein de choses, mais c'est facile de donner ton avis. C'est facile, de l'extérieur, des clairement. choix, de recrutement, je comprends pas pourquoi tel club il a signé tel gars, c'est n'importe quoi, c'est pas complémentaire. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois. Et en fait, t'es un peu pas prétentieux, mais tu vois, t'as tes avis affirmés, etc., de l'extérieur. Et du coup, je me suis dit, en vrai, j'aimerais bien me rapprocher du sportif. Et ce qui se passe, c'est que j'ai un très bon ami pour le coup de l'époque du basket, Benjamin, qui lui était très investi dans le club à Toulouse à l'époque, le TBC avant que ça devienne le Stade Toulousain. Et il a fait la double montée de National 2 en National 1, puisque la première avait été refusée, etc. Exactement. Avec un coach, Laurent Clastra, du coup, qu'il a continué à suivre.
Et du coup, Benjamin et Laurent, c'est des gens que je connaissais bien, qui derrière ont été à Berck, en National 2, avec un projet de montée. Et à un moment, au moment du Covid, ils préparent leurs équipes tous les étés. Et moi, comme je connais beaucoup de joueurs, que je regarde beaucoup, ils me demandent mon avis sur quelques gars, sur des joueurs espoirs, parce que c'est un championnat que je suis plus que la moyenne, des choses comme ça. Et en fait, les premières années, ça se fait de manière un peu informelle, sur un gars en particulier, est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et on constate la pertinence de tes tes retours. Et en fait, en 2021, du coup, ils préparent leur équipe pour la saison d'après, pour 21-22, et ils me disent est-ce que ça t'intéresse d'avoir un rôle un peu plus officiel et important, et donc en étant avec nous sur la construction de l'équipe et derrière pour aider au pilotage, etc. Et du coup, j'accepte le truc. Et encore une fois, opportunité, j'ai rien calculé, ça se présente, je la saisis. Et donc, bénévolement, du coup, on construit l'équipe. On fait la saison 2021-2022. Moi, je vais beaucoup du coup à Berck sur les matchs, les placements, etc. Une vraie salle, Berck. Hein. Ouais, pour le coup, une vraie ville de basket. Une vraie ville de basket, ouais. Avec ses avantages et ses inconvénients. Quand ça va bien, t'es le roi du monde, vraiment, mais t'es vraiment le roi du monde. Mais quand ça va pas, ne va pas acheter ton pain. Va pas acheter ton pain. Ouais, c'est dur. Va dans une autre ville acheter ton pain, va pas là-bas. Et du coup, on monte, on a le bonheur. Moi, ma première saison dans un staff, du coup, on a le bonheur de monter en National 1. Donc avec la poule, en plus avec la région parisienne, etc. Il y avait Vence. C'était Vence. C'était une grosse équipe qui redescendait, qui avait encore gardé tout le monde. C'était qui à la main à ce moment-là? C'était déjà Corentin Sozo. C'était Corentin Sozo. T'avais Pierre-Antoine Bourgault sur le poste. Non, mais à Berck. Ah, à Berck, c'est deux amis à moi pour le coup maintenant. Il y avait la doublette, c'était Alex Moisy. D'accord. Qui était formé à l'élan Béarnais. Ouais. Et Flo Chapuis qui a. Ah, c'était après Mike aussi alors. Ouais, c'était vachement. Mike qui fait l'année de la N1 qui se passe très très mal. Et où lui avec le club en plus, c'était pas très bien passé. Ça a été au prud'homme. Donc non, c'est vraiment après cette époque-là. Non, le mec un peu historique qui est resté, c'était Alex Mendy de Sergi, qui est le maire de Berck. Le maire de Berck, carrément. Ouais, il a fait 7 ans là-bas. Ouais, c'est vrai en plus. Hein. Alex, c'est un bon gars, un bon gars. Et il est toujours proche des supporters, tout ça. Donc quand t'as un gars comme ça, c'est toujours important de pouvoir le garder au club. Donc voilà, et donc ça se passe bien. Après on fait la première année en N1, où je reste. Ça se passe difficilement, mais à la fin l'objectif il est rempli. On est promu, on se maintient dernière journée. Vraiment à l'arrache, mais on se maintient en étant promu, donc à un moment donné il faut pas attendre des mille et descendre. Et pour le coup j'arrête à Berck à ce moment-là parce que moi ma relation personnelle avec les dirigeants se détériore et on n'est plus sur la même longueur d'onde sur des manières de à quoi il sert, pourquoi on le paye. Non, c'est pas ça parce qu'il me paye pas. Voilà, comme ça c'est clair. C'est plus que sur des. Moi, comme on le disait avant, l'humain, le savoir-être, le truc, il y a des limites que je fixe. Et quand on n'est plus aligné sur certains trucs, faut partir. Ça me convient plus. Et c'est ma grande liberté pour le coup d'avoir ces activités basket-là qui sont pas ce qui remplit mon frigo. Bien sûr. C'est qu'à partir du moment où ça me convient pas, j'ai cette grande liberté de pouvoir arrêter, de pouvoir partir et sans me poser la question que malheureusement plein de gens doivent se poser dans des staffs, des choses comme ça, de se dire ouais mais en fait si mon ego et mes principes me disent que je vais arrêter mais derrière si j'ai rien, en fait je me mets moi et potentiellement ma famille dans une situation de précarité et de difficulté. Mais clairement. Moi j'avais ce luxe là de toujours travailler à côté, donc à l'époque chez Adidas, etc., d'avoir un salaire très confortable et de pouvoir du coup prendre mes décisions à 100% en mon âme et conscience. Et je me rends compte aussi que c'est une grande chance. Ah, c'est une grande chance, c'est une richesse aujourd'hui de pouvoir mettre un terme à tout ce qu'on veut quand on n'est pas dépendant de tout ça. Ouais. Et du coup, tu vois, pour faire le lien avec les jeunes dont tu parlais, en fait, cette année-là, elle s'arrête. Enfin, cette expérience-là s'arrête. En fait, moi, depuis que je suis à Paris, je vais tout le temps voir des matchs de jeunes parce que, on va pas se mentir, le niveau sur les divisions nationales, U15, U18, surtout U15 je trouve, et même en région, quand t'es en super région à Paris, tout, c'est vraiment des niveaux intéressants. Je trouve que c'est hyper riche et du coup tu vois plein de petits qui derrière vont aller dans des centres, vont être des joueurs professionnels, voire des très très hauts
clairement. potentiel. Et donc moi ça m'a toujours intéressé. Depuis que je suis arrivé à Paris, je vais à Charenton régulièrement voir des matchs le dimanche, à Nanterre, de temps en temps c'est un peu plus loin, mais tu vois, à Marne-la-Vallée, à Massy sur les 18, à Levallois à l'époque. Donc en fait je fais ce truc là. Et une fois que Berck ça s'arrête, en fait je discute avec Boulazac d'où je viens, parce qu'en fait j'ai pas d'activité et j'ai pas envie de rien faire. Ouais, Et du coup je discute hyper actif le mec. Hein. Ouais, mais en fait une fois qu'il a goûté, C'est difficile. dur. C'est difficile. Et donc je discute avec Jérémy Sarr qui est directeur sportif à Boulazac et qui me dit bah écoute sur le centre de formation nous on a des joueurs locaux, on a envie d'avoir une base de joueurs du Grand Ouest, etc. Mais il y a certains profils, On n'a pas. des grands, des ailiers verticaux, athlétiques qui sont beaucoup plus difficiles à trouver chez nous. Et donc bah du coup si toi tu peux nous aider encore une fois bénévolement là-dessus, bah on est preneur et c'est avec plaisir. Et du coup ça fait 2 ans que je fais ça avec eux. Encore une fois c'est plus en appoint, il y a le directeur du centre de formation qui est le coach des espoirs, il y a le coach du 18, il y a Jérémy, et moi je sais plus que je vais leur soumettre des profils, aller potentiellement assister à pas mal de matchs pour eux, quand il y a des détections ou des choses à Paris, pour eux faire le lien, tu vois, jamais à leur place, jamais... mais en tout cas être un espèce de relais, tu vois, sur l'Île-de-France, connecté aussi avec les coachs, ce qu'ils peuvent pas forcément faire d'où ils sont. C'est compliqué. Donc voilà, et ce qui me plaît là-dedans aussi, c'est qu'on a la même vision des choses par rapport aux gamins, de pas faire de piraterie, de faire les choses non, clean, c'est ça. Tu vois, et donc le fait qu'en fait ça fait 10 ans que je vais voir des matchs sur les catégories jeunes à Paris, bah, ça m'a servi à ce moment-là. Et donc c'est des trucs qui se perpétuent, et puis depuis, le coach avec qui j'étais à Berck, il a changé, il est parti à Besançon à Nain. On s'est rappelé tous les deux, on s'est dit dans un contexte différent on serait chaud de rebosser ensemble. Donc je refais la même chose à Besançon, sur le recrutement, la construction d'équipe, le pilotage après avec lui pour l'accompagner avec l'assistant basket qui est sur place sur la gestion de l'équipe au quotidien, etc. Sur le banc quand j'y suis. Et donc voilà, ça suit son cours. C'est toujours pas ce qui remplit mon frigo, non. Mais par contre c'est ce qui me... C'est ce qui t'alimente, c'est ce que tu kiffes. Ouais, non, mais tant que tu arrives à trouver ton équilibre, tu as ton taf. Aujourd'hui, on s'y attardera un peu. Tu as ton taf et il y en a d'autres qui vont faire du sport. Toi, ton équilibre... J'en fais plus beaucoup, mais j'en consomme beaucoup. T'en consommes, mais ton équilibre, c'est aussi d'en voir énormément, parce qu'au-delà de ça, t'es un vrai fan. Fan. Au-delà de tous ces aspects qu'il a pu présenter, c'est un vrai fan. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir kiffer, quoi. Et puis, tu vois, d'être dedans, ça te... Encore une fois, d'occuper différentes places et positions. Au début, t'es un spectateur. Après, t'as plus ce truc journalistique, donc t'es plus proche de toi. Après, t'es dedans. Tu vois aussi les choses différemment. C'est des sacrés cœurs d'humilité. Clairement. Quand ça se passe pas bien. Parce qu'en fait, encore une fois, au début, t'es là. Et comme tous les supporters et tout, tu te dis, lui, il a recruté lui, il s'est foiré, il est nul, machin. Mais en fait, tout est une question de contexte, de complémentarité, de clics, de moyens. Et en fait, vraiment, de chance aussi des fois. Et donc, c'est des putains de leçons d'humilité, de dire, en fait, j'ai l'impression que j'avais bien fait les choses et tout. Et j'ai sûrement pris les bonnes décisions au moment où je les ai prises, c'était sûrement les meilleures. Mais pour autant... Ça n'a pas fonctionné. Il n'y a rien de... Et c'est de l'humain. Il n'y a rien de garanti, c'est de l'humain. C'est de l'humain. Tu as un joueur que tu vas prendre qui pouvait cliquer, ça n'a pas cliqué. Tu vas voir que l'année suivante, il va dans un club et ça clique. Et puis ça te pousse... C'est pas une science maîtrisée. Ça te pousse aussi à réfléchir vraiment à la manière, à la philosophie que tu veux mettre en place, mais aussi humainement, surtout humainement, parce que c'est ce qui va avoir son impact, son gros impact sur ses résultats, sur les résultats sportifs individuels et collectifs. Trouver des bons amalgames, parce que tu vois, avoir des équipes remplies de mecs super éduqués, super intelligents et tout, c'est vachement bien. Et globalement, moi je suis plutôt dans une démarche d'avoir des mecs éduqués, tu vois, mais
faut aussi faire attention à ce que t'es pas que des mecs qui réfléchissent trop, cogissent trop et qui à un moment donné perdent un peu, tu vois, cette espèce le de... côté naturel de la chose. Ouais, et puis de grinta, des fois, de combat et tout, et d'être un peu trop soft. Donc c'est aussi trouver cet amalgame et trouver des mecs qui ont des, pardon pour le terme, mais des vrais couilles, mais qui en même temps, tu vois, vont pas faire n'importe quoi. Et c'est plein de petits... Ah non, là tu composes, tu pianotes, c'est pas du genre il est fort, je vais le mettre là, tu composes, tu pianotes, t'échanges, t'écoutes. Tu vas rien quoi. Et voilà, et l'enveloppe aussi, donc c'est vraiment des paris, comme dans tous les paris, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais bon, j'ai jamais vu un recruteur, un directeur sportif, un scout qui a fait du 100%. Non. Je regarde toutes les équipes de Betclic Elite et c'est des gens qui savent faire leur travail. Tous les ans, tu changes 1, 2, 3 joueurs. Clairement. Pendant un moment, ça va marcher, pendant un autre, ça va pas marcher. C'est juste une histoire de clic. C'est une histoire de clic. On va parler un peu... on a parlé un peu de ce que tu fais, donc comment... et de ce qui te motive énormément. On va parler de projection. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que tu as fait aujourd'hui, on constate qu'il y a une énorme évolution dans tout ce que tu as entrepris en termes de perspective d'avenir. Bah, du coup, là, je suis... déjà, le truc qui a beaucoup changé depuis une petite année, c'est que j'ai quitté Adidas en tant que salarié. J'ai ma propre société maintenant de... Il nous a lâchés. C'est trop. J'ai ma propre société maintenant dans laquelle je fais de conseils, etc., où j'accompagne des marques, des influences sur des réflexions stratégiques, d'activation dans le domaine du marketing et de la communication. Je continue à travailler avec Adidas sur les sujets spécifiques au basket. C'est vrai. Avec d'autres marques, avec pas forcément des marques de sport du coup, mais plutôt sur des thématiques autour du sport, de l'entertainment, avec des agences, etc. Et l'avantage, c'est que du coup, ça m'a pas libéré du temps, c'est faux, mais ça m'a permis de gérer ton temps de manière plus flexible par rapport au basket. Ouais. Tu vois, l'autre fois, j'avais été à Marne-la-Vallée un mercredi après-midi parce qu'il y avait une combine. Mon mercredi après-midi, j'avais une croix sur mon agenda, j'ai fait ça, c'est ok. En un an, je joue le mardi soir et le vendredi soir. Tu mets une croix quand ça me permet de pouvoir, des fois je fais un call au milieu, mais ça me permet de m'organiser comme je veux. Et donc ça c'est le gros changement qui me permet de concilier les deux activités du coup de manière beaucoup plus confortable. Et après en termes de perspective, l'idée c'est de garder cette liberté là, de développer mon activité professionnelle et ma boîte au maximum sans me mettre non plus trop dans le rouge, toujours gérer ce truc là. Et après sur la partie basket, honnêtement, c'est continuer à être acteur de projet, à être actif et sur l'aspect accompagnement de structure club et tout, honnêtement j'ai pas de... Comme j'ai toujours fait dans ma carrière, j'ai pas d'objectif précis. Non, tu as posé tes graines. Je sais que à un moment donné, s'il y a des choses plus intéressantes, plus importantes qui se présentent, je verrai si je peux les saisir. Si ça rentre dans mon équilibre pro, mais aussi personnel, couple, famille, etc. Parce que mine de rien, j'ai une compagne qui est très compréhensive et me laisse partir beaucoup. Heureusement. C'est qu'elle a fait du sport de haut niveau et du coup elle comprend le truc et tout, donc c'est ma grande chance là-dessus. Et j'essaye du coup de d'équilibrer, clairement. Mais du coup j'ai pas un plan particulier. Bien sûr qu'avoir un peu plus de responsabilité ou être dans un club de Betclic par exemple, un niveau un peu plus haut ou avec tu vois je sais pas des structures étrangères et faire le lien en France et tout. En fait ça ce serait top. Il y a plein de choses qui m'intéressent et je m'interdis rien, mais en même temps j'ai pas c'est pas ton but de me dire je veux faire ça ou me retrouver là, tu vois, vraiment je réfléchis pas du tout comme ça, je me dis qu'on verra de quoi l'avenir sera fait, juste il y a des opportunités cool. J'espère pouvoir les saisir. Et puis, voilà. C'est vraiment depuis le début, c'est ton leitmotiv, c'est ta manière de fonctionner, et ça bouge pas et c'est super intéressant parce que c'est cette ligne de conduite qui fait aujourd'hui ce que tu es aujourd'hui. Et elle n'est pas prête de bouger parce qu'elle est solide, elle est armée, tu sais tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux pas. Ouais. Et tu vois, par rapport à l'expérience à Berck qui m'a fait réaliser que j'avais la liberté d'arrêter des choses si vraiment elles ne me convenaient plus. Le fait d'être toujours un peu entre les deux et d'avoir toujours une activité entre guillemets hors basket dans le monde
réel, entre guillemets, ou le monde normal. Je me dis que c'est pas mal aussi parce que, ça me laisse cette liberté, je vis pas du basket. Et de deux, c'est aussi des soupapes, tu vois. Ah, quand il y en a un qui est compliqué, l'autre c'est une soupape de décompression. Quant au basket, à un moment dans la saison, on perd 7 matchs de suite. Franchement, tu doutes, tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Et t'as une autre activité et qui te permet de penser à autre chose, etc. De te retirer cette pression. Peut-être que le curseur, à un moment, il sera beaucoup plus basket et moins business. Mais garder toujours un peu des deux, je pense que c'est pas mal pour garder aussi les pieds dans le monde réel, ou en tout cas des gens de mon entourage que je côtoie et qui sont pas issus de ce milieu-là. Ah non, mais clairement, moi j'adore l'ADN, j'adore l'état d'esprit, franchement. Que vous dire, c'est un moment partagé, c'est un moment que j'écoute, c'est un moment où j'ai pris du plaisir. Et j'espère sincèrement que ça fera écho dans vos petites têtes, où vous aurez envie de vous projeter dans ce genre d'aventure. Et n'oubliez surtout pas que faites les choses pour vous et sans objectif. Prenez du plaisir dans ce que vous faites et un jour ou l'autre ça payera. Moi je suis convaincu. Ou en tout cas pas un objectif qui est trop spécifique et précis. Tu peux avoir des ambitions. Mais après, ambition et objectif, c'est deux choses différentes. Mais voilà, on peut avoir des ambitions et ça, c'est normal. Parce que vous êtes des compétiteurs et qui n'a pas d'ambition quand il est compétiteur, ça devient problématique. Mais des objectifs ou des attentes de retour en se disant j'ai fait ça, j'attends que ça rentre. Non, faites-le. Si ça doit venir, ça viendra. Et à ce moment-là, vous serez le plus content. Donc, merci beaucoup Boris pour ce partage d'expérience. Moi je vous dis vraiment à écouter fort et à partager. Et vous pourrez peut-être le voir dans un gymnase. Et si vous le voyez dans un gymnase, n'hésitez pas. C'était Smooth l'artificiel à côté de mon gars Boris Delac. Of course c'est fini. Tu peux retirer le micro. Arrête. C'est rien ça. J'ai des gens qui avaient leur téléphone qui sonnait. Tu vois, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je m'étais dit avant. Au final, on a refait l'épisode et on n'a pas fait le même épisode. Non. Ah non, mais c'est marrant, tu vois. Et je me suis refusé parce que la vérité. Et moi, pareil, je me suis dit, faut pas que j'essaie de replacer forcément des trucs que j'avais. Je voulais pas. Parce qu'il n'aurait pas été naturel. Ouais, exactement. Et je voulais pas le faire rapidement. J'ai fait exprès aussi de pas le faire rapidement pour l'oublier. Ouais, je suis d'accord. Pour l'oublier. Même ma feuille de conduite, je l'ai laissée parce que c'était super intéressant et je pouvais rebondir naturellement sur les choses. Non, mais je suis d'accord, mais du coup, c'est toujours particulier de le refaire deux fois. Et je pense que c'est. Effectivement, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas fait exactement la même chose qu'à la dernière fois et tout. Donc Ça me fait... Ah, maudit l'image. Quand je l'ai eu au téléphone, mais il m'a dit qu'il allait t'appeler. Quand je l'ai eu au téléphone